Bonne nuit à toutes et à tous. Je vais vous lire ce livre, Zola, l'affaire Dreyfus, présenté par Jean-Denis Bredin, la partie 2, déclaration au jury. Pendant l'affaire Dreyfus, déclaration au jury. Messieurs les jurés, à la Chambre, dans la séance du 22 janvier, M. Méline, président du Conseil des ministres, a déclaré aux applaudissements frénétiques de sa majorité complaisante qu'il avait confiance dans les 12 citoyens aux mains desquels il remettait la défense de l'armée. C'était de vous qu'il parlait, messieurs, et de même que M. le général Biot avait dicté son arrêt au Conseil de guerre, chargé d'acquitter le commandant Esterhazy, en donnant du haut de la tribune à des subordonnés la consigne militaire du respect indiscutable de la chose jugée. De même, M. Méline a voulu vous donner l'ordre de me condamner au nom du respect de l'armée qu'il m'accuse d'avoir outragé. Je dénonce à la conscience des honnêtes gens cette pression des pouvoirs publics sur la justice du pays. Ce sont là des mœurs politiques abominables qui déshonorent une nation libre. Nous verrons, messieurs, si vous obéirez. Mais il n'est pas vrai que je sois ici, devant vous, par la volonté de M. Méline. Il n'a cédé à la nécessité de me poursuivre que dans un grand trouble, dans la terreur du nouveau pas que la vérité en marche allait faire. Cela est connu de tout le monde. Si je suis devant vous, ce que je l'ai voulu, moi seul, et décidé que l'obscure, la monstrueuse affaire serait portée devant votre juridiction, et c'est moi seul, de mon plein gré, qui vous ai choisi, vous l'émanation la plus haute, la plus directe de la justice française, pour que la France sache tout et se prononce. Mon acte n'a pas eu d'autre but, et ma personne n'est rien. J'en ai fait le sacrifice satisfait simplement d'avoir mis entre vos mains non seulement l'honneur de l'armée, mais l'honneur en péril de toute la nation. Vous me pardonneriez donc si la lumière dans vos consciences n'était pas encore entièrement faite. Cela ne serait pas de ma faute. Il paraît que je faisais un rêve en voulant vous apporter toutes les preuves, en vous estimant les seuls dignes, les seuls compétents. On a commencé par vous retirer de la main gauche ce qu'on semble vous donner de la droite. On affectait bien d'accepter votre juridiction, mais si l'on avait confiance en vous pour venger les membres d'un conseil de guerre, certains autres officiers restaient intangibles, supérieurs à votre justice elle-même. Comprenne qui pourra, c'est l'absurdité dans l'hypocrisie et l'évidence éclatante qui en ressort, et qu'on a redouté votre bon sens, qu'on n'a point osé courir le danger de nous laisser tout dire et de vous laisser tout juger. Ils prétendent qu'ils ont voulu limiter le scandale. Et qu'en pensez-vous de ce scandale, de mon acte qui consistait à vous saisir de l'affaire, à vouloir que ce fût le peuple incarné en vous qui fût le juge? Ils prétendent encore qu'ils ne pouvaient accepter une révision déguisée, avouant ainsi qu'ils n'ont qu'une épouvante au fond, celle de votre contrôle souverain. La loi, elle en vous sa représentation totale, et
Cette loi du peuple élu que j'ai désiré, que je respecte profondément en bon citoyen, et non pas la louche procédure grâce à laquelle on a espéré vous bafouer vous-même. Me voilà excusé, messieurs, de vous avoir dérangé vos occupations, sans avoir eu le pouvoir de vous inonder de la totale lumière que je rêvais. La lumière, toute la lumière, je n'ai eu que ce passionné désir. Et ces débats viennent de vous le prouver. Nous avons eu à lutter, pas à pas, contre une volonté de ténèbres extraordinaires d'obstination. Il a fallu un combat pour arracher chaque lambeau de vérité. On a discuté sur tout. On nous a refusé tout. On a terrorisé nos témoins dans l'espoir de nous empêcher de faire la preuve. Et c'est pour vous seul que nous nous sommes battus. C'est pour que cette preuve vous fût soumise entière, afin que vous puissiez vous prononcer sans remords dans votre conscience. Je suis donc certain que vous nous tiendrez compte de nos efforts et que d'ailleurs assez de clarté a pu être faite. Vous avez entendu les témoins, vous allez entendre mon défenseur qui vous dira l'histoire vraie. Cette histoire qui affole tout le monde et que personne ne connaît, et me voilà tranquille. La vérité est en vous maintenant. Elle agira. Monsieur Méline a donc cru dicter votre arrêt en vous confiant l'honneur de l'armée. Et c'est au nom de cet honneur de l'armée que je fais moi-même appel à votre justice. Je donne à monsieur Méline le plus formel démenti. Je n'ai jamais outragé l'armée. J'ai dit au contraire ma tendresse, mon respect pour la nation en armes, pour nos chers soldats de France qui se lèveraient à la première menace, qui défendraient la terre française. Et il est également faux que j'ai attaqué les chefs, les généraux qui les mèneraient à la victoire. Si quelques individualités des bureaux de la guerre ont compromis l'armée elle-même par leur agissement, est-ce donc insulter l'armée tout entière que de le dire? N'est-ce pas plutôt faire œuvre de bon citoyen que de la dégager de toute compromission, que de jeter le cri d'alarme pour que les fautes qui, seules, nous ont fait battre, ne se reproduisent pas et ne nous mènent pas à de nouvelles défaites. Je ne me défends pas d'ailleurs. Je laisse à l'histoire le soin de juger mon acte, qui était nécessaire. Mais j'affirme qu'on déshonore l'armée quand on laisse les gendarmes embrasser le commandant Esterhazy. Après les abominables lettres qu'il a écrites, j'affirme que cette vaillante armée est insultée chaque jour par les bandits qui, sous prétexte de la défendre, la salissent de leur basse complicité, entraînant dans la boue tout ce que la France compte encore de bon et de grand. J'affirme que ce sont eux qui la déshonorent, cette grande armée nationale, lorsqu'ils mêlent les cris de « Vive l'armée » à ceux de « À mort les Juifs » et ils ont crié « Vive Esterhazy, grand Dieu, le peuple de Saint-Louis, de Bayard, de Condé et de Hoche, le peuple qui compte 100 victoires géantes. » Le peuple des grandes guerres de la République et de l'Empire, le peuple dont la force, la grâce et la générosité ont ébloui l'univers, criant « Vive Esterhazy ! C'est une honte
dont notre effort de vérité et de justice peut seul nous laver. Vous connaissez la légende qui s'est faite. Dreyfus a été condamné, justement et légalement, par cet officier infaillible, qu'on ne peut même suspecter d'erreur sans outrager l'armée entière. Il expie dans une torture vengeresse son abominable forfait. Et comme il est juif, voilà qu'un syndicat juif s'est créé, un syndicat international de sans-patrie, disposant de millions par centaines, dans le but de sauver le traître au prix des plus impudentes manœuvres. Dès lors, ce syndicat s'est mis à entasser les crimes, achetant les consciences, jetant la France dans une agitation meurtrière, décida à la vendre à l'ennemi, à embrasser l'Europe d'une guerre générale, plutôt que de renoncer à son effroyable dessein. Voilà, c'est très simple, même enfantine et imbécile, comme vous le voyez. Mais c'est de ce pain empoisonné que la presse immonde nourrit notre pauvre peuple depuis des mois. Et il ne faut pas s'étonner si nous assistons à une crise désastreuse, car lorsqu'on sème à ce point la sottise et le mensonge, on récolte forcément la démence. Certes, messieurs, je ne vous fais pas l'injure de croire que vous vous en étiez tenus jusqu'ici à ce compte de nourrice. Je vous connais, je sais que vous êtes. Vous êtes le cœur et la raison de Paris, de mon grand Paris, où je suis né, que j'aime d'une infinie tendresse, que j'étudie et que je chante depuis bientôt 40 ans. Et je sais également à cette heure ce qui se passe dans vos cerveaux, car avant de venir m'asseoir ici comme accusé, j'ai siégé là, au banc où vous êtes. Vous y représentez l'opinion moyenne. Vous tâchez d'être en masse la sagesse et la justice. Tout à l'heure, je serai en pensée avec vous dans la salle de vos délibérations, et je suis convaincu que votre effort sera de sauvegarder vos intérêts de citoyens, qui sont naturellement, selon vous, les intérêts de la nation entière. Vous pourrez vous tromper, mais vous vous tromperez dans la pensée en assurant votre bien, d'assurer le bien de tous. Je vous vois dans vos familles, le soir, sous la lampe, je vous entends causer avec vos amis. Je vous accompagne dans vos ateliers, dans vos magasins. Vous êtes tous des travailleurs, les uns commerçants, les autres industriels, quelques-uns exerçant des professions libérales. Et votre très légitime inquiétude est l'état déplorable dans lequel sont tombées les affaires. Partout la crise actuelle menace de devenir un désastre. Les recettes baissent. Les transactions deviennent de plus en plus difficiles. De sorte que la pensée que vous avez apportée ici, la pensée que je lis sur vos visages, est qu'en voilà assez et qu'il faut en finir. Vous n'en êtes pas à dire comme beaucoup que nous importe qu'un innocent soit à l'île du diable. Est-ce que l'intérêt d'un seul vaut la peine de troubler ainsi un grand pays? Mais vous dites tout de même que notre agitation à nous, les affamés de vérité et de justice, est payée trop chèrement par tout le mal qu'on nous accuse de faire. Et si vous me condamnez, messieurs, il y aura que cela au fond de votre verdict, le désir de calmer les vôtres, le besoin que les affaires reprennent, la croyance qu'en me frappant, vous arrêterez une campagne de
revendication nuisible aux intérêts de la France. Eh bien, messieurs, vous vous tromperiez absolument. Veuillez me faire l'honneur de croire que je ne défends pas ici ma liberté. En me frappant, vous ne feriez que me grandir. Qui souffre pour la vérité et la justice devient auguste et sacré. Regardez-moi, messieurs. Ai-je mine devant d'eux de menteurs et de traîtres? Pourquoi donc agirais-je? Je n'ai derrière moi ni ambition politique, ni passion de sectaire. Je suis un libre écrivain qui a donné sa vie au travail qui rentrera demain dans leur rang et reprendra sa besogne interrompue. Et qu'ils sont donc bêtes ceux qui m'appellent l'Italien. Moi, né d'une mère française, élevé par de grands-parents bosserons, des paysans de cette forte terre. Moi qui ai perdu mon père à 7 ans, qui ne suis allé en Italie qu'à 54 ans, et pour documenter un livre. Ce qui ne m'empêche pas d'être très fier que mon père soit de Venise, la cité resplendissante dont la gloire ancienne chante dans toutes les mémoires. Et si même je n'étais pas français, est-ce que les 40 volumes de langue française que j'ai jetés par millions d'exemplaires dans le monde entier ne suffiraient pas à faire de moi un Français utile à la gloire de la France? Donc je ne me défends pas, mais quelle erreur serait la vôtre si vous étiez convaincu qu'en me frappant, vous rétabliriez l'ordre dans notre malheureux pays? Ne comprenez-vous pas maintenant que ce dont la nation meurt, c'est de l'obscurité où l'on s'entête à la laisser, c'est de l'équivoque où elle agonise. Les fautes des gouvernants s'entassent sur les fautes. Un mensonge en nécessite un autre, de sorte que la mal devient effroyable. Une erreur judiciaire a été commise, et dès lors, pour la cacher, il a fallu chaque jour commettre un nouvel attentat au bon sens et à l'équité. C'est la condamnation d'un innocent qui a entraîné l'acquittement d'un coupable. Et voilà, aujourd'hui, qu'on vous demande de me condamner à mon tour, parce que j'ai crié mon angoisse en voyant la patrie dans cette voie affreuse. Condamnez-moi donc, mais ce sera une faute encore, ajoutée aux autres, une faute dont plus tard vous porterez le poids dans l'histoire. Et ma condamnation, au lieu de ramener la paix que vous désirez, que nous désirons tous, ne sera qu'une semence nouvelle de passion et de désordre. La mesure est comble, je vous le dis, ne la faites pas déborder. Comment ne vous rendez-vous pas un compte exact de la terrible crise que le pays traverse? On dit que nous sommes les auteurs du scandale, que ce sont les amants de la vérité et de la justice qui détraquent la nation, qui poussent à l'émeute. En vérité, c'est se moquer du monde. Est-ce que le général Biot, pour ne nommer que lui, n'est pas averti depuis 18 mois? Est-ce que le colonel Picard n'a pas insisté pour qu'il prît la révision en main s'il ne voulait pas laisser l'orage éclater et tout bouleverser? Est-ce que M. Scherer-Kestner ne l'a pas supplié les larmes aux yeux de songer à la France, de lui éviter une pareille catastrophe? Non, non. Notre désir a été de tout faciliter, de tout amortir, et si le pays est dans la peine,
La faute en est au pouvoir qui, désireux de couvrir les coupables et poussé par des intérêts politiques, a tout refusé, espérant qu'il serait assez fort pour empêcher la lumière d'être faite. Depuis ce jour, il n'a manœuvré que dans l'ombre pour les ténèbres, et c'est lui seul, qui est responsable du trouble perdu. Où sont les consciences? L'affaire Dreyfus, messieurs, elle est devenue bien petite à l'heure actuelle. Elle est bien perdue et bien lointaine devant les terrifiantes questions qu'elle a soulevées. Il n'y a plus d'affaire Dreyfus. Il s'agit désormais de savoir si la France est encore la France des droits de l'homme, celle qui a donné la liberté au monde et qui devait lui donner la justice. Sommes-nous encore le peuple le plus noble, le plus fraternel, le plus généreux? Allons-nous garder en Europe notre renom d'équité et d'humanité? Puis ne sont-ce pas toutes les conquêtes que nous avions faites et qui sont remises en question? Ouvrez les yeux et comprenez que pour être dans un tel désarroi, l'âme française doit être remuée jusque dans ses intimes profondeurs en face d'un péril redoutable. Un peuple n'est point bouleversé de la sorte sans que sa vie morale elle-même soit en danger. L'heure est d'une gravité exceptionnelle. Il s'agit du salut de la nation. Et quand vous aurez compris cela, messieurs, vous sentirez qu'il n'est qu'un seul remède possible: dire la vérité, rendre la justice. Tout ce qui retardera la lumière, tout ce qui ajoutera des ténèbres aux ténèbres, ne fera que prolonger et aggraver la crise. Le rôle des bons citoyens, de ceux qui sentent l'impérieux besoin d'en finir, et d'exiger le grand jour. Nous sommes déjà beaucoup à le penser. Les hommes de littérature, de philosophie et de science se lèvent de toutes parts au nom de l'intelligence et de la raison. Et je ne vous parle pas de l'étranger, du frison qui a gagné l'Europe tout entière. Pourtant, l'étranger n'est pas forcément l'ennemi. Ne parlons pas des peuples qui peuvent être demain des adversaires, mais la grande Russie, notre allié, mais la petite et généreuse Hollande, mais tous les peuples sympathiques du Nord, mais ces terres de langue française, la Suisse et la Belgique. Pourquoi donc ont-elles le cœur si gros, si débordant de fraternelle souffrance? Rêvez-vous donc une France isolée dans le monde? Voulez-vous, quand vous passerez la frontière, qu'on ne sourie plus à votre bon renom légendaire d'équité et d'humanité? Hélas, messieurs, ainsi que tant d'autres, vous attendez peut-être le coup de foudre, la preuve de l'innocence de Dreyfus, qui descendrait du ciel comme un tonnerre. La vérité ne procède point ainsi d'habitude. Elle demande quelque recherche et quelque intelligence. La preuve, nous savons bien où l'on pourrait la trouver. Mais nous ne songeons à cela que dans le secret de nos âmes. Et notre angoisse patriotique est qu'on se soit exposé à recevoir un jour le soufflet de cette preuve après avoir engagé l'honneur de l'armée dans un mensonge. Je veux aussi déclarer nettement que, si nous avons notifié comme témoins certains membres des ambassades, notre volonté formelle est-elle à l'avance de ne pas les citer ici. On a souri de notre audace. Je ne crois pas qu'on en ait souri au ministère des Affaires étrangères, car là, on a dû comprendre. Nous avons simplement voulu dire à ceux qui savent toute la vérité que nous la savons, nous aussi. Cette vérité court les ambassades, elle sera demain connue de tous. Et il nous est
impossible d'aller dès maintenant la chercher où elle est, protégée par d'infranchissables formalités. Le gouvernement qui n'ignore rien, le gouvernement qui est convaincu, comme nous, de l'innocence de Dreyfus, pourra, quand il le voudra, et sans risque, trouver les témoins qui feront enfin la lumière. Dreyfus est innocent, je le jure. J'y engage ma vie, j'y engage mon honneur. À cette heure solennelle, devant ce tribunal qui représente la justice humaine, devant vous, messieurs les jurés, qui êtes l'émanation même de la nation, devant toute la France, devant le monde entier, je jure que Dreyfus est innocent. Et par mes 40 années de travail, par l'autorité que ce labeur a pu me donner, je jure que Dreyfus est innocent. Et par tout ce que j'ai conquis, par le nom que je me suis fait, par mes œuvres qui ont aidé à l'expansion des lettres françaises, je jure que Dreyfus est innocent, que tout cela croule, que mes œuvres périssent. Si Dreyfus n'est pas innocent, il est innocent. Tout semble être contre moi, les deux chambres, le pouvoir civil, le pouvoir militaire, les journaux à grand tirage, l'opinion publique qu'ils ont empoisonnée. Et je n'ai pour moi que l'idée, un idéal de vérité et de justice, et je suis bien tranquille, je vaincrai. Je n'ai pas voulu que mon pays restât dans le mensonge et dans l'injustice. On peut me frapper ici. Un jour, la France me remerciera d'avoir aidé à sauver son